L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Un des plus tristes moments de ma vie, c'est lorsque j'ai appris qu'il y a eu une guerre dans mon pays. Je regardais un documentaire sur l'histoire du Cameroun avec papa. Et au fond de moi, je me disais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On y parlait d'une guerre silencieuse, sans trace ni image. D'une guerre menée aux nationalistes camerounais par des colons. Des millions d'hommes et de femmes ont été humiliés. Des êtres humains sont tombés sous des balles, ont été décapités, pendus par le cou. Des populations ont été regroupées dans des camps au nom de leur liberté. Je me suis retournée vers mon père et j'ai dit, « Tu crois que c'est vrai ce qu'il raconte ?» Et il a répondu, « Tout est vrai. » Il a cru que je pleurais comme lorsqu'il me punissait. Mais je pleurais parce que personne ne m'en avait jamais parlé. Personne, même pas mon père. Je m'appelle Elisa, j'ai 14 ans et je veux savoir quelle est notre histoire. Toutes les années scolaires, c'est pareil à Yaoundé, Douala ou dans les autres villes. La pédagogie de l'histoire est ses non-dits, quelle que soit la classe qu'on fait. Chaque année, on croit apprendre les événements qui ont marqué notre passé. On croit apprendre sur les hommes et les femmes qui se sont opposés à l'occupation de nos terres par des forces étrangères. Mais il n'en est rien. Tout au long de ce travail, j'ai consulté les archives que je pouvais trouver. J'ai lu encore plus de livres. J'en ai tellement cherché et lu que maman m'a qualifiée de serial reader. Je suis une adolescente, je le sais, qu'une enfant penseront certaines. Et je dois voir la réalité en face. Mon opinion sur l'enseignement public importe peu, mais la force de l'image pour ma génération est essentielle. C'est pourquoi, fidèle à mon objectif, j'ai demandé à mon père de m'aider en filmant ma quête ici et là. J'ai la chance de l'avoir à mes côtés. D'autres jeunes doivent s'en remettre au silence. J'ai aussi interrogé des adultes qui incarnent le savoir, la connaissance, tout en nourrissant l'espoir que d'autres adultes, ceux qui dessus de tout, m'entendront. La mémoire, qui l'établit, parce qu'elle ne tombe pas du ciel, qui en est le sujet, on va dire ça pour aller sur un terrain philosophique, qui est le sujet de la mémoire, et comment on l'administre, comment est-ce qu'elle est portée, véhiculée, comment est-ce qu'elle irrigue une communauté ou pas. Il y a un philosophe français, Vladimir Jankélévitch, qui dit que, en substance, qui dit que ce qui a été ne peut pas ne pas avoir été. Quand quelque chose est arrivé, c'est arrivé. C'est difficile de le gommer. C'est déjà pourquoi on peut dire que, première explication, de la présence d'un soldat inconnu, de quelques bustes allemands planqués dans les jardins de Douala, sur la corniche, etc., genre de la chambre de commerce, ils sont passés par là. Et comme les vainqueurs écrivent leur histoire, on peut dire l'histoire en général, je mets un H majuscule. Donc, ils ont semé des traces de leur passage, les Allemands, et puis les Français ensuite. Le colonisateur a laissé ses traces à lui, de « je suis passé par ici ». La question c'est, qu'est-ce que nous, que j'appelle dorénavant les remplaçants, avons fait, déjà même, pour marquer ce passage
de la domination blanche à, on va dire, l'accession à la souveraineté. Qu'avons-nous fait nous-mêmes pour marquer ce moment-là? Parce que l'entrée en souveraineté aurait dû être constituée par les traces et les marques de ce moment même, de ce passage d'un hier à un aujourd'hui, une sorte de nuit de la colonisation à la lumière de l'émancipation politique et de la souveraineté. Mais il se trouve que c'est resté en quelque sorte un moment très formel, c'est-à-dire que on dit, vous avez un drapeau, ok, vous avez un hymne national, vous avez une armée qui défile au pas, et puis bon, ok, vous avez un gouvernement, vous avez un chef d'État. Est-ce que ça suffisait pour faire une nation? La mémoire, c'est aussi le ciment d'une communauté. Des musées sont des lieux de mémoire. Des monuments sont des lieux de mémoire. Dans une ville, une plaque de rue, dans un système d'adressage, est un lieu de mémoire. Sauf que, comme je dis, les remplaçants, j'appelle comme ça les ex-colonisés qui ont pris la place des Blancs, parce que de plus en plus, je m'aperçois que toutes les catégories qu'on utilise pour rendre compte de là où nous en sommes aujourd'hui du point de vue de l'histoire et du cheminement, ont besoin effectivement qu'on revienne à qui est le sujet de cette histoire-là, un peu malheureuse, très douloureuse. Et d'ailleurs, parce qu'elle est très douloureuse, on n'arrive pas à s'en souvenir. Résultat des courses, toi qui as grandi, qui as entre 14 et 17 ans, si tu dois aller à Yaoundé, tu es dans une ville qui effectivement peut te sembler appartenir à d'autres. Parce que ceux qui en sont en fait aujourd'hui du point de vue de l'histoire, les actuels gestionnaires ont peur de leur propre histoire moderne et récente qui n'est pas aussi simple que ça. On a un passé qui n'est pas simple. Aujourd'hui, on les appelle les héros. Récemment, on a même fait une fête en 59 pour dire qu'on va célébrer les héros et les martyrs. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. En 1960, quand le Cameroun devient indépendant, il sort en fait d'une longue guerre civile. Quand le pays devient indépendant, mais d'une indépendance sur laquelle maintenant il faut qu'on dise exactement comment est-ce qu'elle s'est jouée, parce qu'il s'agit d'une indépendance octroyée. Et ceux qui en ont les commandes décrètent, parce que c'est eux qui sont en train de le faire, que les Oumyobé sont des bandits, on les appelle les maquisards. Il y a un autre mot même qu'on utilisait à l'époque, on disait terroristes. Moi j'ai grandi à Douala, on appelait ça le terrorisme, toute cette époque-là. Il faut mettre ça en relation avec aujourd'hui, où le même mot est utilisé à d'autres échelles et par de super grandes puissances. Voilà comment ils étaient perçus. Oumyobé a été tué en 58, Félix Roland Moumié, assassiné à Genève en 61. En 1966, ça va être le tour de Senda Fana, économiste africain le premier qui démontre l'échange inégal au sud du Sahara. Comment est-ce que les Blancs nous trompent dans le commerce avec eux? C'est un économiste camerounais, donc Senda Fana qui démontre ça. Il va être tué en 1966. Donc ces gens-là, tout comme John Boufoncha, lui, ne va pas mourir assassiné, mais il va mourir, on va dire, lui, partisan de l'indépendance en quelque sorte d'un Cameroun anglophone, en tout cas d'une autonomie d'un Cameroun anglophone, va se retrouver en 1972 piégé dans une opération où M. Edio confisque tout le pouvoir et rassemble les deux Camerouns. Donc l'absence à Douala et à Yaoundé de ce qu'on appelle aujourd'hui les martyrs ou les héros, Oumyobé, Félix Roland Moumié, Martin Paul Samba, Charles Tangana, procède de ce que le régime qui accède à l'indépendance avec le Cameroun ne voit ces gens que comme des adversaires. Et quand je dis adversaire, je dis ça ne concerne pas Martin Paul Samba ou Rodolphe de la Mangabel. Mais pour pouvoir évoquer Martin Paul Samba et Rodolphe de la Mangabel comme des héros, comme des résistants, il faut leur assigner un ennemi qui en l'occurrence est le colon. Mais comment rattacher ça ensuite à Oumyobé, à Félix Roland Moumié et à Anne Senda Fana sans que le régime, on va dire, scie la branche sur laquelle le met assis? Parce que ce régime existe comment? Il existe sur l'annihilation de cette mémoire. Pendant longtemps, il va être impossible de prononcer le nom d'Oumyobé, tu vois. Juste prononcer. Alors je n'ose même pas parler qu'on lui élève une stèle ou qu'on lui élève un monument, tu vois. Donc, c'est une... On va dire ça pour utiliser un terme, pas savant si tu veux, mais c'est la culpabilité que ce régime ressent
d'avoir commis ce que j'appelle, moi, dans ma langue à moi, le péché originel, donc l'écrasement de l'insurrection upéciste, c'est ça là, cette culpabilité-là, que ce régime porte en lui et qui empêche qu'existent dans l'espace qu'on dit public des monuments, des rues, des places, des lieux qui rappellent ces gens-là et leur combat. Mais comment empêcher aujourd'hui à la jeunesse camerounaise, à une Elisa et à tous les autres, de se rendre compte que ces gens-là, ils ont existé. Hein. Donc il faut bien leur faire une place quelque part dans notre mémoire et dans le présent aujourd'hui. Les Chinois, et même ils ne sont pas les seuls à le dire, ils disent que lui ne sait où il va. Eux, ils rajoutent même d'un fusil, s'il ne sait d'où il vient. Donc, voilà quoi. On a besoin de savoir. Tu as besoin de savoir que ces gens ont existé. Voici ce qu'ils ont fait. Ils se battaient, ils luttaient pour l'indépendance d'un pays qu'ils voulaient arracher aux mains des Blancs. Là où celle qu'on a aujourd'hui, on nous l'a octroyée. Ça fait une sacrée différence. Ça fait une sacrée différence du point de vue de la mentalité des gens qui sont là. C'est ça que je les appelle aujourd'hui des remplaçants. Les Oumniobé et les autres, ce n'auraient pas été des remplaçants. Non. Eux, c'est des vrais titulaires. Dans le cadre de mon entretien avec Lionel Manga, j'ai fait la connaissance d'un artiste plasticien dont l'œuvre Cameroonian Heroes est ludique et politique. Cette création imaginée en 2013 honore des nationalistes camerounais qui viennent enrichir notre mémoire collective. On remarquera en dessous de chaque portrait le drapeau des pays qui portent la responsabilité de leur brutale disparition. Je me suis dit qu'il fallait que je pense à mettre sur pied un projet qui serait un prétexte intéressant pour interroger les Camerounais sur un sujet qui me semble assez préoccupant. Et ce sujet-là, c'est la notion de notre histoire. Parce qu'en réalité, je crois que notre histoire n'est pas suffisamment écrite, elle n'est pas suffisamment contée, elle n'est pas suffisamment véhiculée. Et j'ai toujours été très intéressé par l'histoire. Et je me suis dit que, comme ailleurs, pourquoi est-ce qu'en tant qu'artiste plasticien, je ne pouvais pas initier à ma manière un débat, un discours, des échanges sur des thématiques liées à notre histoire. J'ai été vraiment surpris et fasciné par la réaction du public. Il y a des bensikineurs, à l'époque les bensikineurs pouvaient passer par Bali, parce que c'était à Bali, et il y a des bensikineurs qui s'arrêtaient et qui ont passé 25 à 30 minutes là à regarder ces œuvres-là. Il y a un qui m'a dit en partant, mon frère, ce travail-ci ne devrait pas appartenir à une personne. Ce travail doit appartenir au peuple camerounais. L'idéal aurait été que ce travail soit vraiment dans un espace public et qu'au lieu de 5, qu'on ait 10, 12 fortes personnalités, 12 héros de notre histoire. Et donc, comme je le disais, je parlais de la notion d'histoire. C'est vrai que pour moi, produire une œuvre comme celle-ci, c'est contribuer à l'écriture de l'histoire pour offrir aux Camerounais et surtout aux jeunes écoliers la possibilité d'être pour une fois en face de ces héros-là, déjà de pouvoir associer un visage à leur nom, parce que ce n'est pas toujours évident, et en plus de pouvoir s'interroger et interroger leur entourage sur l'action de ces personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Tout ce que j'apprends jusqu'ici est révoltant, utile mais révolu. Alors, comment s'en servir pour chacune de nos actions aujourd'hui? Devrais-je juste continuer à me lamenter sur nos héros disparus? Un monsieur expérimenté et haut en couleur me donne son avis. Je fais partie de cette génération qui ne croit pas tellement à l'histoire des hommes providentiels. Je fais partie de cette génération de gens qui pensent que l'histoire se fait par chacun, tous les jours, et par nous tous. Voilà pourquoi je n'ai jamais réellement abordé
le sujet des personnages historiques qui seraient des surhumains, mais par contre, moi j'avais réussi à caser une émission culturelle qui s'appelait Accord majuscule. Et le leitmotiv de l'accord majuscule, c'était « Aïe, oh, ça dépend de vous et ça dépend de nous, oh, ça dépend de nous tous. Les temps sont durs, faut s'en sortir. Victoire ou défaite, ça dépend de vous. » Vous connaissez une chanson qui s'appelle « Au Cameroun, berceau de nos autres. » Créez les mentions inutiles, complétez les points. Eh bien, ce monsieur-là, personne au Cameroun n'avait jamais réellement vu son visage au grand jour. Celui qui a écrit le texte, celui qui était dans cette mouvance d'un collège adventiste, je crois, dans le sud du Cameroun, qu'on appelle l'école normale supérieure de Foulazi. Tous les jours, tous les Camerounais chantent la chanson que ces gens ont imaginée, qui était leur, cri de Camerounais, quand le Cameroun n'existait pas encore. Parce qu'on était encore sous tutelle française. Et eux, ces gamins-là, ils ont écrit cette chanson. Et personne ne le connaissait. Eh bien, un jour dans Accord majuscule, j'ai pris ma vieille R5 qui chauffait toutes les 30 km pour aller où, après Boulevard, tu me rappelles, Lolodov, Bibias, bref, je suis allé rencontrer M. Mekuba. Et quand je suis arrivé au Marigot, je lui ai dit, monsieur Mekuba, il paraît que vous êtes dans la génération qui... Et qu'en fait, le texte, il m'a regardé. Oh, jeune fille, ça c'était l'un des plus beaux jours de ma vie de Camerounais. Il m'a répondu, il lui fallut, jeune homme, que vous me prévenissiez, afin que... Il parlait français comme ça du début jusqu'à la fin, les subjonctifs, des trucs pas possibles. Il était au Marigot. Et au Marigot, il a dit, attendez. Il a mis son espèce de peignoir, on est remonté chez lui. Et quand j'ai vu la maison de ce monsieur, qui était Camerounais, qui avait composé l'hymne national, qui vivait encore, mais dont personne ne se souvient, dont personne ne connaissait quoi que ce soit. Il vivait dans une hutte, et dans la hutte, il coulait de l'eau sur son lit. Il m'a montré cela. Et moi, avec la caméra, j'ai fait quoi? J'ai tout filmé, et j'ai mis dans Accord majuscule, et ça a fait un baffe de tonnerre. Vous dites aujourd'hui un buzz. Eh bien, ça a fait un sacré buzz. Eh bien, la vie de ce monsieur a changé du jour au lendemain. Il avait près de 72 ans, je crois. On lui a acheté une nouvelle maison, etc., etc. Et moi, je pense que c'est ça, ma version de l'histoire. Ma version de l'histoire, c'est qu'elle est vivante. Ma version de l'histoire, c'est qu'elle ne célèbre pas les morts. Ma version de l'histoire, c'est que nul n'est indispensable, mais chacun est incontournable. Bon, alors maintenant que je vous ai donné tout mon avis sur le fait que moi je crois plus à l'histoire qui se fait tous les jours, où chacun a foi en lui-même, où chacun a foi avec l'autre. Parce que vous savez, confiance, le mot confiance là, ça veut dire qu'on a foi ensemble. Pourquoi il y a une si grosse rupture de confiance dans la société camerounaise? Parce qu'on a foi en rien. Parce qu'on n'a pas foi ensemble. Alors, s'il faut absolument que vous m'inventiez des personnages auxquels nous allons tous avoir foi, moi, je préfère encore me souvenir que je suis un bon Africain. Sincèrement, hein, sous mes dehors, loufoque, comme ça, je suis un bon Africain, je crois sincèrement à la force de la tradition orale, au conte et au récit. Ah, jeune fille, toi, t'as pas vécu ça. Ton père à peine, mais son père certainement. C'était le soir, autour du feu, ça existe. C'est pas une image, c'est pas une étiquette. On s'asseyait et il y avait un conteur. Parce que chaque village avait son conteur. Parce que chaque famille avait son conteur. Et lui seul, il savait ressusciter des images mentales. On ne les voit pas, mais on les imagine. Et il pouvait tisser un beau récit qui te mettait le passé, le présent et te faisait de la perspective d'avenir. Et tous les enfants étaient comme ça. Et ils revenaient le lendemain. L'Afrique des contes, moi j'y crois. J'y crois pourquoi? Parce que cette capacité d'imaginer ensemble, c'est pour ça que moi je préfère faire confiance aux gens qui imaginent des choses. Et notre Afrique à nous était très très forte à cela. Moi je ne veux pas calquer le modèle de notre narratologie, c'est pas un trop gros mot pour ton âge. Narratologie, oui, mais toi t'es brillant, t'es comme ton père.
Alors la narratologie, quand elle est orale, quand elle ne s'appuie pas sur des morceaux de ceci, des morceaux de cela, tu comprends, elle est libre. Et c'est là où vous vous rendez compte, jeune fille, que raconter des histoires parfois est beaucoup plus puissant qu'évoquer des personnages qui ne peuvent pas être non plus que tout blanc ou tout noir. Vous voulez me parler de Rodolphe Douala Mangabel? Vous voulez que je vous dise 2 ou 3 côtés de ce talon d'Achille? Vous voulez me parler de quoi? De Martin Samba? Vous voulez me parler de quoi? Vous voulez me parler de quoi? Ils ont tous un côté qui est caché. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit jamais tout, de toutes les façons. Donc, tant qu'à faire, moi, je préfère faire à mon imagination, avec les choses que tout le monde aime bien entendre, puisque nous avons toujours entendu ça. Depuis la nuit des temps, on a toujours raconté des contes chez nous. Pourquoi les gens ne nous permettent pas? Moi, vous savez, quand je me présente, je dis Vincent Doumbé, conteur moderne. Les personnes ne me prennent jamais au sérieux. C'est triste pour mes contemporains. Quel est le prétexte qui fait que subitement, parce que c'est 100 ans, vous vous approchez vraiment pour me dire raconte-nous les histoires de nos héros, raconte-nous Oumyobé, raconte-nous Ernest Ouandjé, raconte-nous tout ça. Non! Ceux qui sont en charge de ça, c'est des militants de ces choses-là, tu comprends? Qui sait qui était Ernest Ouandjé? Oh, c'est très bien. Moi j'ai vu comment on a tué Ernest Ouandjé, on l'a assassiné, on l'a... Ok? J'avais quoi à cet âge-là? 16, 17 ans peut-être. Tout ce que j'ai retenu, c'est le regard d'un homme, un peu malicieux, un petit sourire comme ça, et les bras croisés, il disait « L'histoire en jugera. » Attends, ça reste fort, tu comprends? Mais moi, je préfère me souvenir de ce moment fort et dire que, mais voici un homme, il était face à la mort et il n'avait pas peur. Et il disait qu'un jour, l'histoire en jugera. En tant que conteur, jeune fille, si vous me confiez une hypothèse de travail comme ça, vous ne savez même pas ce que moi je peux vous raconter. Moi, je peux vous raconter une histoire qui peut réellement aller plus loin que les faits politiques. Parce qu'il n'y a pas que la mobilisation politique dans la vie. Et c'est ça qui est dommage. Il y a aussi la mobilisation, mentale, spirituelle. Quelque chose qui fasse qu'on se sente unique et qu'on se sente utile et qu'on se sente, etc., etc. Tous ces gens-là, il faut les chanter tous les jours. Moi, je voulais raconter l'histoire de Mekio Mamba. Il était vivant. Il était vivant dans sa société, vivant. Personne ne se souvenait qu'une chanson qu'on chante, on était combien? Bon, à l'époque, ce n'était pas les régions, c'était les provinces, hein, là. Il y en avait 7. Et on chantait sa chanson au moins 4 fois par jour. Et lui, il n'avait certainement pas les droits d'auteur. Et puis tout ça, et puis personne ne le connaissait. Et bien un jour, moi, je suis sorti de la grosse boîte d'appareils de l'État, là. Je suis descendu sur le terrain. Je suis allé rencontrer ce monsieur. Et je n'ai pas peur que ça. Oui, nous sommes tous des héros. Nous sommes tous des héros. Et nous pouvons tous être des héros, même pour un jour, même pour 15 minutes. Et moi, la seule chose que je ne comprends pas, c'est comment on a ôté ça de la tête de la jeunesse montante. La chanson de Vincent Doumbé semble dire que tout dépend de chacun. S'il faut choisir victoire ou défaite, ça dépend de nous. Je fais mon choix à travers ce film. Je crie aussi à tous les ministres africains en charge de la culture, de l'éducation nationale et de la jeunesse. Madame la ministre, Monsieur le ministre, la jeunesse par ma voix vous interpelle et sollicite des réponses. Notre histoire est le socle sur lequel se construit notre identité. Elle nous permet de savoir d'où on vient, qui nous sommes et où on va. Pourquoi nous apprend-on si peu de choses sur les héros, les mythes et les légendes d'Afrique? Pourquoi les faits sur notre histoire sont-ils si peu ou pas assez relatés? Pourquoi les bibliothèques ont-elles si peu de livres racontant l'histoire de chez nous? Sachant qu'il vous appartient de décider du contenu des manuels scolaires, je vous invite à répondre favorablement à nos besoins et demandes. Au moment où les autres ne cessent de commémorer leurs guerres, leurs morts et leurs conquérants, nous devons plus que jamais nous souvenir des nôtres et les célébrer à plein poumon.
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ma lettre et surtout de votre mobilisation après l'avoir lue. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, Madame la ministre, l'expression de mon plus profond respect.